Le 24 mai 1984, après avoir cherché sa fille pendant plus d'1 heure dans les rues de Kenosha, au Wisconsin, Juanita Witt, la mère de la petite Vernita Witt, 9 ans, appelle la police. Sa mère nous a dit que son copain lui avait demandé s'il pouvait amener Vernita au carnaval. Mais il était plus de 11 heures et il n'était toujours pas revenu. La mère de Vernita leur parle de son copain. Elle avait fait sa connaissance environ 1 mois et demi auparavant. Il avait dit qu'il s'appelait Robert Knight, qu'il vivait à Kenosha, sur la 20e rue. Il avait même montré à Madame Witt des pièces d'identité. Il lui rendait visite 2 ou 3 fois par semaine. Ils mangeaient ensemble. Il avait beaucoup de charme et de charisme. À force de lui rendre visite, il a gagné sa confiance. Juanita lui fait tant confiance qu'elle accepte de lui confier son unique fille. Les policiers demandent à Madame Witt une photo de Vernita et lui promettent de faire tout en leur pouvoir pour la retrouver. Ils n'étaient pas au carnaval où ils étaient censés être. Nous ne savions plus où les chercher. On s'est rendu à l'adresse que Robert Knight avait prétendu habiter à Kenosha. Mais cette adresse n'existait pas. La police a convoqué Juanita au poste. Robert Knight n'apparaissait pas dans leur dossier. Alors, ils lui ont fait parcourir les albums de photos signalétiques. Elle s'est arrêtée sur la photo de celui qu'elle croyait être Robert Knight, qui s'appelait en réalité Alton Coleman. Alton Coleman, 28 ans, est bien connu des policiers. Les policiers de Kenosha ont compris qu'ils avaient affaire à un violeur récidiviste et ils se sont aussitôt mis à sa recherche. Alton Coleman habitait Waukegan. Alors, il était logique de commencer les recherches à sa résidence. La police de Waukegan prend bientôt part aux efforts de recherche pour retrouver Alton Coleman. Grâce à un mandat de perquisition, nous avons fouillé l'appartement de sa grand-mère. Nous avons parlé à la grand-mère, une vieille femme aveugle. Nous avons aussi rencontré une femme du nom de Deborah Brown qui a dit être sa petite amie. Elle ne savait presque rien de lui, sauf qu'il vivait là. Incapables de trouver Coleman, les policiers ramènent sa petite amie de 21 ans, Deborah Brown, au poste de police pour l'interroger. Brown avoue que Coleman était absent la nuit précédente et qu'il se comportait de façon étrange lorsqu'il est revenu au petit matin. Mais elle prétend ne pas savoir pourquoi. Deborah Brown nous donnait l'impression de coopérer pleinement. Elle semblait nous dire de bon gré ce qu'elle savait. Mais lorsqu'il lui demande où se trouve Alton Coleman, Brown affirme n'en avoir aucune idée. Croyant qu'elle dit la vérité, les policiers la laissent partir. Après avoir interrogé Deborah, nous avons compris qu'il nous fallait faire tout ce que nous pouvions pour retrouver cette fillette. Cela faisait déjà plusieurs jours qu'elle avait disparu. Était-elle séquestrée quelque part? Les policiers entreprennent une opération de recherche dans 2 États afin de retrouver le violeur en série Alton Coleman et la fillette de 9 ans avant qu'il ne soit trop tard. Un avis de recherche avait été diffusé et nous cherchions partout. Mais Kenosha est une grande ville et Alton ne connaissait personne à Kenosha. Nous n'avions donc nulle part où chercher. Puis, nous avons découvert qu'il avait tenté d'acheter une arme à feu de quelqu'un qu'il connaissait.
Nous avons aussi appris qu'il avait fait quelques coups de fil pour emprunter de l'argent. Un policier de Waukegan l'avait aperçu près de chez sa sœur, mais il s'était enfui en courant. Il avait aussi emprunté, puis volé une voiture à un ami à lui. Nous savions donc qu'il tentait d'échapper à la police, sans doute parce qu'il avait commis un crime horrible. Les jours passent. Toujours aucune trace d'Alton Coleman ou de Vernita Witt. Les autorités décident de revenir en arrière. Nous avons voulu questionner Deborah Brown de nouveau, mais elle avait disparu. Nous avons appris plus tard que la dernière fois qu'elle avait été vue, elle était en compagnie d'un homme qui ressemblait à Alton Coleman. En raison des antécédents criminels de Coleman et de la disparition de Deborah Brown, un jury fédéral les accuse tous deux de l'enlèvement de Vernita Witt. Mais Coleman et Brown restent introuvables. Puis, le 18 juin, Environ 2 semaines et demie après l'enlèvement, la police de Waukegan a reçu un appel de 2 hommes qui étaient entrés dans un immeuble abandonné. Et ils étaient entrés dans un des appartements abandonnés. Ils avaient défoncé la porte de la salle de bain et ils avaient découvert un cadavre. les pires craintes des enquêteurs sont confirmées lorsqu'on identifie le corps comme étant celui de Vernita Witt. Le corps était dans un état de décomposition avancée. Ses mains et ses jambes étaient ligotées à l'aide de câbles. On a déterminé qu'elle était morte par strangulation. Nous n'avons pas pu conclure à l'agression sexuelle. Nous ne pouvions que le supposer. En tant que procureur, j'ai vu plusieurs scènes de crimes et d'homicides. Et je ne crois pas en avoir oublié une seule. Le meurtre d'un enfant est un événement si traumatisant et qui affecte tant de gens qu'il est impossible de l'oublier. Comment peut-on en venir à commettre un tel crime contre un enfant si jeune? Nous sommes en face d'où se trouvait le 114 rue Belvedere. À l'époque, c'était un immeuble d'appartements abandonné de 2 ou 3 étages. Cette scène est toujours présente dans ma mémoire. Il y avait des enquêteurs, des techniciens en scène de crime et des employés du bureau du coroner. Je crois que nous nous souvenons tous de ce que nous avons vu ce jour-là. La police de Waukegan a relevé les empreintes digitales sur les lieux et sur la partie inférieure de la porte de la salle de bain. On a trouvé 2 empreintes, dont celle du pouce d'Alton Coleman. Ce que nous présumions dès le départ s'est confirmé. Coleman avait tué cette jeune fille. Il nous fallait maintenant faire tout ce que nous pouvions pour le capturer. Tout le monde avait peur, parce qu'on ne l'avait pas capturé et on ne savait pas où il se trouvait. Rôdait-il toujours dans les rues de Waukegan ou était-il à Kenosha? Personne ne le savait. Le 19 juin, une jeune fille errante et blessée est retrouvée dans une région boisée. On l'amène à l'hôpital à Gary, en Indiana. Un examen médical révèle qu'elle a été battue, étranglée et agressée sexuellement. La jeune fille déclare à la police qu'elle et Tamika Turks, une fillette de 7 ans, ont été amenées de force dans un boisé et attaquées par un homme et une femme. Le lendemain, on retrouve le corps sans vie de Tamika.
elle a été aussi battue et agressée sexuellement avant d'être tuée. Tomika a été étranglée avec un drap pendant que l'autre fillette regardait, étendue au sol. Puis, ils l'ont agressée sexuellement. Ils lui ont passé une ceinture autour du cou. Ils l'ont serrée jusqu'à ce qu'elle perde conscience. Ils l'ont laissée pour morte. La fillette survivante est en mesure de fournir à la police une description physique de ses agresseurs. Les informations télévisées de Chicago ont révélé la découverte du corps de Vernita Wheat. Puis, il y a eu un autre reportage sur 2 jeunes filles qui avaient été agressées, puis l'une d'elles tuée à Gary, en Indiana. Je me suis d'abord dit, Coleman ne peut pas être l'auteur de tous les meurtres. Mais plus je regardais le reportage, plus j'étais convaincu qu'il s'agissait maintenant d'une série d'homicides. Pour Alton Coleman et Deborah Brown, cette folie meurtrière ne fait que commencer. À l'été 1984, les autorités fédérales et locales sont à la recherche d'Alton Coleman, 28 ans, et de sa petite amie Deborah Brown, 21 ans. Ils sont recherchés au Wisconsin et en Indiana pour des enlèvements au cours desquels ils ont tué 2 fillettes et gravement blessé une 3e. Au moins 100 agents de la police locale et du FBI fouillaient la région. La paranoïa gagne la population et rend les recherches plus difficiles. On a déclaré avoir vu Coleman près de 200 fois, mais ce n'était jamais réellement lui. Dès que les gens voyaient quelqu'un qui lui ressemblait vaguement, ils prenaient peur et appelaient. Ce n'est pas la première fois qu'Alton Coleman est recherché. La première fois que j'ai entendu parler de Coleman, il avait pris part au vol d'un restaurant de Waukegan et participé au kidnapping et au viol de sa propriétaire. On l'a alors reconnu coupable de vol. En 1979, j'avais été choisi pour engager la poursuite dans une affaire d'agression sexuelle dont M. Coleman était accusé. Il avait témoigné et je crois que les jurés avaient avalé son histoire. Il avait réussi à les convaincre de son innocence. Je crois que c'est à ce moment que j'ai compris à quel point Alton Coleman pouvait charmer les gens. Alton Coleman était un pur escroc. Il savait se sortir de n'importe quelle situation. Alton Coleman est né en 1955 à Waukegan, en Illinois. Alton Coleman a été élevé par sa grand-mère. Sa mère l'avait abandonné quand il était très jeune. Il a grandi dans un quartier très pauvre de Waukegan. Afin de joindre les 2 bouts, la grand-mère d'Alton gérait un bordel et une maison de jeu chez elle. Très jeune, Alton présente déjà des comportements antisociaux. Il s'amuse par exemple à casser les fenêtres des logements sociaux où il habite. Alton Coleman était un enfant avec des troubles de comportement. Il était incapable d'obéir aux règles. Il allumait des feux et il mouillait son lit. Son enfance a été plutôt difficile, car il mouillait parfois son pantalon. Des enfants de son quartier l'avaient surnommé Pipi. Ce sobriquet l'a toujours suivi. Que les gens se moquent de lui parce qu'il mouillait son pantalon et qu'ils le surnomment Pipi n'a fait qu'exacerber la personnalité qu'il avait déjà. Il a commencé à faire preuve d'un manque de respect total envers l'autorité. Il faisait tout ce qui lui plaisait. Alton Coleman a commencé par commettre des petits larcins pour lesquels il n'était pas puni.
Alton affirme que c'est sa dévotion au vaudou qui l'empêche d'être traîné en justice et incarcéré. Il n'avait aucun respect pour l'autorité parce qu'il n'y avait jamais été soumis. Enhardi par l'impunité dont il jouit, Alton passe au crime plus grave. En 1973, à l'âge de 18 ans, il est arrêté pour agression sexuelle. Un crime pour lequel il serait arrêté à 5 autres reprises au cours des 10 années suivantes. Il est acquitté 5 des 6 fois. En prison, Alton est réputé pour agresser et violer les autres détenus. Un psychiatre de la prison le décrit comme un individu prêt à avoir des rapports sexuels avec n'importe qui, homme, femme ou enfant. C'était un prédateur sexuel. Il n'avait aucune conscience. Vers la fin de 1983, Coleman fait la connaissance de Deborah Brown, âgée de 21 ans. Deborah Brown venait d'une famille de 11 enfants. Ils s'occupaient tous l'un de l'autre. Elle n'avait pas beaucoup d'éducation et son QI était plutôt bas. Son quotient intellectuel se situait entre 59 et 75. D'après les nombres seulement, elle aurait pu être considérée comme ayant une légère déficience mentale. Elle présentait ce qu'on appelle un trouble de la personnalité passive dépendante. Elle avait besoin de dépendre d'un autre. Coleman a délibérément choisi Deborah Brown. D'une façon ou d'une autre, il savait que Deborah Brown serait la partenaire idéale. Elle le voyait comme un homme bon et compréhensif. Elle s'imaginait qu'il allait transformer sa vie en un rêve et elle est tombée sous son charme. Elle aurait fait n'importe quoi pour le garder dans sa vie. Il savait repérer les gens vulnérables qu'il pourrait exploiter. Deborah Brown était tombée sous son charme. Elle le désirait et elle était follement amoureuse de lui. Et peu importe ce qu'Alton lui disait de faire, elle lui obéissait. Même si elle savait que c'était mal. Les autorités savent maintenant qu'elles n'ont pas affaire à un, mais bien à 2 criminels en liberté. Ils sont donc 2 fois plus dangereux. Le 19 juin 1984, à Gary, en Indiana, les parents de Donna Williams, 25 ans, signalent sa disparition. Ils déclarent à la police qu'elle était partie chercher de nouveaux amis en voiture. Alton Coleman avait rencontré Donna Williams. Ils avaient discuté de religion. Il disait vouloir aller à l'église afin de se confesser et de s'intégrer à la communauté religieuse à laquelle Donna appartenait. Comme tous les psychopathes, Alton Coleman était capable de présenter une apparence complètement inoffensive. Il n'abordait pas les gens armés d'un couteau pour leur demander de le suivre. Il créait d'abord un lien de confiance. Une semaine plus tard, on retrouve la voiture de Williams abandonnée à Détroit, au Michigan. Il n'y a aucune trace de Donna, mais les policiers trouvent une fausse carte d'identité avec la photo de Brown. Le même jour, Coleman et Brown kidnappent une femme de Détroit en la menaçant d'un couteau et lui ordonnent de conduire sa voiture jusqu'en Ohio. La femme provoque délibérément un accident et prend la fuite à pied. Coleman et Brown repartent avec sa voiture. Le 28 juin, un couple de Dearborn Heights est brutalement agressé dans sa résidence par Alton Coleman et Deborah Brown, qui les dévalisent et volent leur voiture. Ils agissaient comme des animaux. Ils attaquaient n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Ils ne se souciaient aucunement de leurs victimes.
Deborah Brown le suivait aveuglément. Elle aurait fait n'importe quoi pour rendre Alton heureux. Je crois qu'ils choisissaient toutes leurs victimes au hasard. Que ce soit pour de l'argent, pour une voiture, pour de la nourriture. Il passait ensuite à une autre victime. En juillet 1984, Alton Coleman et Deborah Brown s'en prennent à plusieurs personnes dans le Midwest américain. Ils ont déjà tué 2 enfants et brutalement agressé plusieurs autres innocents. Alton Coleman recherchait le plaisir sexuel et le plaisir sadique d'agresser un être humain. C'est ce qui le motivait. Deborah, quant à elle, faisait ce que Alton lui disait de faire. Elle ne cherchait qu'à le rendre heureux. Les autorités de 4 États recherchent sans relâche le couple afin de les stopper avant qu'ils ne frappent à nouveau. C'était l'enquête la plus intensive et la plus complexe à laquelle j'ai participé. Nous avions affaire à 2 criminels qui s'en prenaient à quiconque était le moindrement vulnérable. C'était terrifiant. Il ne s'agissait pas de 2 membres d'un gang de rue qui effrayaient tout le monde. C'était un couple ordinaire. Ils pouvaient s'en prendre à n'importe qui. Le 7 juillet, Alton Coleman s'est rendu à Toledo, en Ohio, chez Monsieur et Madame Dovindek. Ils prétendaient vouloir acheter une voiture usagée qu'ils avaient mise en vente dans la rue. Il les a menacés d'une arme à feu et il a volé leur voiture et de l'argent. Il ne s'en prenait qu'à ceux qui étaient plus faibles, plus petits ou plus vieux que lui. Il choisissait ses victimes délibérément parce qu'elles ne pouvaient pas se défendre. C'est un cas de prédateur et de proie. Le prédateur sait que sa victime est vulnérable. Il sait qu'elle est à sa merci. Malgré leurs efforts considérables, les policiers sont incapables de retracer les 2 criminels. À Toledo, en Ohio, les proches de Virginia Temple sont sans nouvelles d'elle et de sa fille de 10 ans depuis quelques jours. Le 11 juillet, ils signalent leur disparition à la police. Virginia Temple et sa fille ont été retrouvés sous leur maison. Virginia Temple avait été étranglée et bâillonnée avec un T-shirt de bébé. Sa fille avait été agressée sexuellement et étranglée elle aussi. On retrouve l'empreinte de pas d'Alton Coleman sur un vêtement près d'un des corps. Deborah Brown et Alton Coleman étaient très négligents. Mais ce n'était pas parce qu'ils voulaient se faire attraper. Ils étaient seulement si arrogants qu'ils ne ressentaient pas le besoin de se cacher. Le même jour où les corps de Virginia Temple et de sa fille sont retrouvés, le cadavre de Donna Williams est découvert dans une maison abandonnée à Détroit. Elle a été étranglée avec un bas-culotte. Les meurtres que Coleman et Brown ont commis sont plus brutaux que tous les crimes sur lesquels j'ai enquêté ou dont j'ai entendu parler.
C'étaient des meurtriers complètement insensibles. Les recherches pour retrouver Coleman et Brown prennent de l'ampleur et d'autres municipalités sont alertées. On nous avait prévenu que les deux pouvaient être dans la région. C'était effrayant. Personne ne s'attend à ouvrir sa porte et parler à des gens de façon civilisée, puis de se faire brutalement attaquer et tuer par ces mêmes gens. C'est comme ça que ces lâches avaient l'avantage. Hello? Le 13 juillet, Sherry Walters, 19 ans, découvre ses parents Harry et Marlene sauvagement battus dans le sous-sol de leur résidence de Norwood, en Ohio. Harry et Marlene avaient une tente roulotte à vendre dans leur cour arrière. Alton Coleman et Deborah Brown ont prétendu être intéressés à acheter cette tente roulotte. Puisque Harry et Marlene faisaient facilement confiance aux gens, ils les ont invités chez eux et leur ont offert à boire. Dès qu'ils sont revenus dans le salon, Coleman et Brown les ont attaqués avec tout ce qu'ils avaient sous la main. Ils les ont matraqués. Elle a été battue à mort et lui est passé à 2 doigts de mourir. Je ne sais pas comment il a fait pour survivre. Je suis sûr qu'il croyait l'avoir tué. Les policiers inspectent les lieux du crime. Mais pour certains, ce n'est pas une affaire comme les autres. Je connaissais Harry et Marlene. Nous avions grandi ensemble et nous étions allés à la même école primaire et secondaire. Mais il ne fallait pas que je m'investisse personnellement. Je ne devais que faire mon boulot. Si je voulais trouver le coupable, je devais en premier lieu me concentrer sur mon travail et me soucier des victimes plus tard. Le FBI place exceptionnellement Alton Coleman en 11e position de sa liste des 10 criminels les plus recherchés. Un ajout qui n'est fait que lorsque plusieurs crimes sanglants sont commis et que le suspect semble extrêmement dangereux. Alton Coleman ne savait pas s'arrêter. Il était pris d'une folie meurtrière. Deborah Brown aurait fait n'importe quoi pour le rendre heureux. Il n'était pas psychotique. Il n'avait pas perdu contact avec la réalité. Il tuait simplement pour tuer. Alton Coleman et Deborah Brown, un couple de dangereux criminels, commettent une série de vols, de meurtres et de viols dans le Midwest américain pendant l'été 1984. Les autorités déploient tous leurs efforts afin de les arrêter avant qu'ils ne récidivent. Lorsque les crimes se font de plus en plus graves et que de plus en plus de gens sont victimes de meurtres, l'une des premières questions que les policiers se posent est de savoir si le criminel cherche à éliminer des témoins. Si c'est le cas, la police fera tout en son pouvoir pour mettre le grappin sur le criminel. Plus le temps s'écoule, moins il y a de chances d'attraper le criminel. Il faut concentrer nos efforts, agir le plus vite possible et y mettre toute notre énergie. Une tâche d'autant plus difficile que le couple est imprévisible et que les attaques se font de plus en plus audacieuses. Comme la plupart des couples de meurtriers, ils s'imaginaient à l'abri de tout. Ils ne pensaient pas pouvoir se faire attraper. Et ils croyaient que leurs crimes demeureraient impunis. Dans la dynamique de ce couple, ils étaient presque devenus une seule personne.
Alton Coleman et Deborah Brown ne formaient qu'un seul organisme. Et cet organisme se nourrissait de ces meurtres. C'est ce qui entretenait leur relation. Il semble qu'elle participait de plus en plus au crime. Elle s'était presque élevée à son niveau. Un niveau de violence dont personne n'est à l'abri. Le 16 juillet, les deux meurtriers détournent la voiture d'Oline Carmichael fils, 45 ans, et le kidnappent à Lexington, au Kentucky. Coleman et Brown se rendent ensuite à Dayton, en Ohio, où ils abandonnent la voiture. Carmichael s'en sort vivant. Le 17 juillet, à Dayton, Coleman et Brown attaquent un révérend de 82 ans et sa femme de 76 ans qui les ont aidés la semaine précédente en les hébergeant. Le révérend et sa femme passent à un cheveu de la mort. Ceux qui survivent à ce genre d'agression ne sont plus jamais les mêmes par la suite. Il est très difficile de faire confiance aux gens après une telle expérience. Même si on dit souvent qu'on peut y survivre, les victimes sont généralement incapables de retrouver leur innocence ou de faire véritablement confiance à quelqu'un. Au fond d'elles-mêmes, elles n'y parviennent plus. Coleman et Brown volent la voiture du révérend et se rendent à Evanston, en Illinois. Mais ils s'arrêtent d'abord pour agresser et dévaliser un couple de personnes âgées de Dayton. Ils volaient tout ce qu'ils pouvaient trouver. Une voiture, une bague, des bijoux, quelques dollars. S'ils volaient une voiture, ils l'abandonnaient après quelque temps. Ils volaient des vélos, faisaient quelques kilomètres et ça recommençait. Coleman avait délibérément arrêté son choix sur Deborah Brown. Mais elle agissait de son plein gré. Elle n'était pas une otage. Deborah semblait tenir à faire plaisir à Alton et à faire tout ce qu'il lui disait de faire, peu importe la violence des crimes. Deux jours après que Coleman et Brown ont quitté l'Ohio, on trouve le corps de Tony Story, 15 ans, dans un immeuble abandonné de Cincinnati. Story a reçu plusieurs coups de couteau et une balle dans la tête, mais elle est morte étranglée. Des témoins ont aperçu Story en compagnie de Coleman et de Brown. Et un bracelet appartenant à Virginia Temple, une autre de leurs victimes, est trouvé sous le corps de Story. Coleman a délibérément placé cet élément de preuve, laissant voir une nouvelle facette de sa personnalité. Je crois que Coleman et sa complice Brown commençaient à apprécier la célébrité que leur apportait leur réputation de tueur en série. Il a laissé un élément de preuve afin que lui et Deborah Brown soient liés à ce nouveau crime. Alton Coleman et Deborah Brown s'étaient lancés dans cette folie meurtrière simplement pour le plaisir. Ils tuaient pour le plaisir. Le 19 juillet, un véhicule volé par Coleman et Brown est retrouvé dans un lave-auto d'Indianapolis, en Indiana. Eugene Scott, 77 ans, propriétaire du lave-auto, a disparu. Des policiers retrouvent son corps dans un fossé. Il a été tué de 4 balles dans la tête. Ces psychopathes et prédateurs n'ont aucune conscience. Alton Coleman avait toujours compté tuer ces gens. Il n'avait pas changé. Il avait seulement enlevé son masque. Et dans son esprit, Deborah Brown adulait tellement Coleman que peu importe s'il commettait des meurtres ou non,
elle l'aurait suivi en enfer. She would follow him into hell. En juillet 1984, un climat de peur s'installe dans le Midwest alors qu'Alton Coleman et Deborah Brown continuent d'attaquer quiconque se montre faible ou aimable. Alton Coleman profitait des gens qui lui faisaient confiance. En lâche, il les agressait, les tuait et les volait. Lorsque Coleman et Brown ont commis leur premier meurtre, je croyais au début que Brown ne faisait que suivre Coleman. Mais elle s'est avérée être plus qu'une simple complice. Au-delà de ce que j'imaginais. Deborah Brown n'avait pas été menacée et elle n'était pas victime de violences conjugales. Elle était devenue complice à part entière et elle allait jusqu'à aborder elle-même les victimes. Elle était tout aussi cruelle, insensible et lâche que lui. Confrontés non pas à un, mais à deux dangereux tueurs en liberté, les policiers mobilisent toutes les ressources à leur disposition afin de mettre fin au carnage. Le FBI a établi un profil psychologique qui prédisait qu'il reviendrait à Waukegan. Nous nous sommes préparés pour cette éventualité. Nous avons informé nos unités de patrouille et tous nos policiers. Les agents du FBI se sont rendus à Evanston, en Illinois. Et ils ont informé la police locale. Ils ont aussi placé des avis de recherche un peu partout à Evanston. Il n'est pas rare qu'une personne ayant commis ce genre de crime retourne sur les lieux de son crime. Craignant la prochaine frappe meurtrière des deux criminels, les autorités font tout en leur pouvoir afin de mettre la main au collet de Coleman et de Brown une fois pour toutes. Coleman et Brown ont été vus dans un parc à Evanston, en Illinois, par quelqu'un qui les connaissait. L'homme a appelé la police d'Evanston. Ces tueurs voulaient-ils en finir en provoquant ce qu'on appelle un suicide par police interposée, c'est-à-dire se faire tuer par les policiers durant une arrestation? Ou voulaient-ils plutôt se faire capturer et recevoir la publicité qu'ils croyaient mériter en tant que tueurs en série? Difficile à dire. Le 20 juillet 1984, Alton Coleman et Deborah Brown sont arrêtés. Le régime de terreur de 53 jours est enfin terminé. On a trouvé un couteau sur Coleman et une arme à feu sur Deborah Brown. Ils n'ont pas eu l'occasion de blesser qui que ce soit. L'arrestation s'est déroulée à la perfection. Certains disaient qu'il en avait assez de tenter d'échapper à la police. Coleman était en cavale depuis quelque temps déjà, et il n'en pouvait plus. Nous étions heureux de les avoir capturés et emprisonnés. Mais le plus important pour la population et les victimes, c'est qu'ils étaient enfin hors d'état de nuire. On croit qu'au cours des 8 semaines qu'a duré leur carnage, Coleman et Brown ont commis 8 homicides, 7 viols, 3 enlèvements et 14 vols à main armée. Nous étions soulagés de les voir arrêtés et de savoir qu'ils seraient traduits en justice. Les procureurs de 20 territoires de compétence se rencontrent pour déterminer le déroulement des procès de Coleman et de Brown.
Il a été décidé que les procureurs qui chercheraient à obtenir la peine de mort seraient les premiers à les traduire en justice. C'est donc l'Ohio qui a ouvert les procès. Après des mois de préparation au procès, Alton Coleman et Deborah Brown comparaissent pour le kidnapping d'Oline Carmichael. Le 7 janvier 1985, un juge les condamne à 20 ans de prison. Les autres procès se succèdent rapidement. Le 30 avril, Coleman et Brown sont condamnés à mort pour le meurtre de Marlene Waters. Moins d'un mois plus tard, ils écopent à nouveau de la peine de mort pour le meurtre de Tony Story. Une condamnation en justice apporte une certaine tranquillité d'esprit. Mais la justice ne pourra jamais redonner aux familles ou aux mères des victimes ce qu'elles ont perdu. Tout au long des procès, Deborah Brown reste loyale envers Alton Coleman. Elle était très protectrice envers lui. Elle était extrêmement réticente à raconter son histoire, et cette attitude est rare chez les accusés, ce qui aurait nécessairement incriminé son copain, Alton Coleman. En revanche, Alton Coleman ne la considérait que comme un accessoire jetable. Il ne manifestait aucun lien émotionnel avec elle, et il n'aurait pas hésité à la tuer s'il avait constaté qu'elle ne lui obéissait plus au doigt et à l'œil. Il n'avait aucune conscience. Coleman et Brown sont extradés vers l'Indiana, où, le 2 mai, Alton Coleman est condamné à mort pour une 3e fois pour le meurtre de Tamika Turks. Ils écopent d'une peine additionnelle de 100 ans de prison pour l'agression et la tentative de meurtre contre la victime qui a survécu. Deborah Brown écope d'une peine identique. Deborah Brown n'aurait pas commis ces crimes sans Alton Coleman ou sans une autre personne capable d'exploiter ses faiblesses. Deborah Brown n'est pas née meurtrière, elle l'est devenue. Alton Coleman a fait d'elle une meurtrière. Alton Coleman est ensuite extradé vers l'Illinois où il comparaîtra pour le meurtre de Vernita Wheat. Deborah Brown n'est pas accusée de ce meurtre. Elle est renvoyée en Ohio pour y attendre la peine de mort. Alton Coleman avait déjà été condamné à mort à 3 reprises. Mais lorsqu'il est arrivé ici, en 1986, nous n'avons eu qu'à regarder la photo de Vernita Wheat, une fillette, pour décider de le traîner en justice à notre tour. Son procès s'ouvre le 15 janvier 1987 et prend fin le 24 janvier. Il est reconnu coupable et écope d'une autre peine de mort. Après que la peine de mort eut été prononcée, les jurés ont demandé au juge s'ils pouvaient nous voir, Matt Chancey et moi. Nous sommes entrés dans la salle des jurés et ils se sont levés et nous ont applaudi. Ayant maintenant reçu 4 fois la peine de mort, Alton Coleman devient la première personne à être condamnée à mort dans 3 États différents. Il tente de faire annuler ses sentences en prétendant, entre autres choses, qu'il a été négligé et abusé dans son enfance. On est psychopathe dès sa naissance. On ne le devient pas. On ne devient pas un arnaqueur ou un psychopathe parce qu'on se fait taquiner. On l'est dès la naissance. Les parents des victimes se moquent bien de son enfance. Tout le monde s'en fout. Ces gens ont commis des meurtres sauvages. C'est tout ce dont il faut tenir compte. Il n'y a pas d'excuse. En 1991, le gouverneur de l'Ohio commue la peine de mort de Deborah Brown avant de quitter ses fonctions. Il invoque son léger retard mental et prétend qu'elle a le comportement affectif d'un enfant et que sa relation avec Coleman était celle d'une esclave et de son maître. À mon avis, bien que le quotient intellectuel de Deborah Brown l'aurait classée dans les légers retards mentaux, ça n'a eu aucun impact sur les crimes qu'elle a commis avec Alton Coleman. Le retard mental de Deborah Brown lui a peut-être posé problème à l'école,
mais elle était tout à fait capable de fonctionner dans la vie de tous les jours. Deborah Brown savait ce qu'elle faisait. Elle savait que c'était mal et elle a tout de même continué à le faire. J'étais déçu, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle aurait dû être exécutée, mais elle y a échappé. Ça m'a dégoûté. Les gens qui ont pris cette décision auraient dû être présents sur les lieux du crime plutôt que de se laisser influencer par cette petite pleurnicharde derrière les barreaux et de commuer sa peine. Après avoir épuisé ses appels, le 26 avril 2002, à l'âge de 46 ans, Alton Coleman est exécuté par injection létale au Mansfield Correctional Institution, près de Lucasville, en Ohio. En raison du grand nombre de victimes et de proches des victimes qui avaient demandé à assister à l'exécution, une émission en circuit fermé est présentée afin d'accueillir le plus de gens possible. Ai-je assisté à l'exécution? Non. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu avoir de place. Elles étaient déjà toutes prises. Certains diront qu'ils ne voudraient pas assister à une exécution. Moi, j'ai suivi l'affaire dès le départ et je savais comment ça allait se terminer. Alors je voulais la suivre jusqu'à la fin. Alton Coleman n'était que déchet de l'humanité. Peu importe qui, peu importe leur âge, peu importe que ce soit des gens vulnérables, il tuait pour le plaisir ou pour l'argent. Il n'y avait aucune chance que cet homme puisse se réhabiliter. C'est certainement un grand service qu'on rend aux victimes et à la population en s'assurant qu'ils soient retirés de la société à tout jamais. Deborah Brown est présentement détenue au Ohio Reformatory for Women. Dans le cas d'une éventuelle libération, Brown ferait toujours face à la peine de mort en Indiana.